Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur CCTV Français pour cette nouvelle édition du journal. À la une, Bruxelles a été secouée ce mardi matin par plusieurs attaques meurtrières avec des explosions à l'aéroport international et dans le métro de la capitale belge qui ont fait au moins 26 morts et plus de 130 blessés selon le parquet fédéral. Vers 7 heures, deux explosions sont survenues à l'aéroport international de Bruxelles. Des tirs auraient d'abord été entendus dans le hall des départs de l'aéroport international de Bruxelles avant qu'une personne ne lance des cris en arabe et que deux explosions retentissent. Des personnes se trouvant dans l'aéroport ont fui, paniquées, abandonnant leurs bagages dans l'aérogare. Puis, peu après 8 heures, une autre explosion a eu lieu dans une station de métro du quartier européen à Bruxelles. Ces explosions interviennent 4 jours après la capture spectaculaire à Molenbeek, une commune bruxelloise, de Salah Abdeslam, un Français d'origine marocaine, seul survivant du commando auteur des attentats djihadistes du 13 novembre à Paris. Ces attaques ont déclenché le relèvement de l'alerte antiterroriste à son niveau maximal, la fermeture jusqu'à nouvel ordre de l'aéroport international de Bruxelles-Zaventem et la suspension du trafic du métro. Le procureur fédéral belge Frédéric Van Leu a confirmé que 3 explosions ont eu lieu à Bruxelles ce mardi. 2 des explosions de ce matin se sont produites à l'aéroport de Bruxelles-Zaventem et une troisième visait la station de métro Maelbeek en ville. Merci Monsieur le Premier ministre. Donc oui, Mesdames et Messieurs, ce matin à Zaventem ont eu lieu 2 explosions dans le hall des départs de Zaventem. L'une étant probablement provoquée par un kamikaze et un petit peu après, une demi-heure après, une explosion à Maelbeek. Il a fallu un petit peu de temps pour sécuriser les lieux parce que pas mal de bagages traînaient à gauche, à droite et il fallait être sûr qu'il n'y avait pas de nouvelles bombes ou d'objets dangereux dans les bagages. Et donc, pour le moment, il est trop tôt pour donner un nombre précis de victimes. Et comme l'a dit Monsieur le Premier ministre, la priorité effectivement a été donnée au traitement des blessés, dont certains sont gravement blessés. Un juge d'instruction a été saisi pour les faits à Zaventem et pour effectuer de rapides devoirs afin de mettre tout en œuvre pour essayer déjà de retracer les auteurs éventuels et de voir s'il n'y a pas encore d'autres auteurs en fuite. La police fédérale de Bruxelles, de Zaventem et de Asse sont chargées de l'enquête et travaillent et regardent aussi toutes les images de caméra pour le moment. Tournons-nous à présent vers notre expert en questions européennes, Zhang Jolin, afin d'obtenir des précisions sur la situation. Bonjour Zhang Jolin. Bonjour. Merci d'être présent par téléphone. Alors nous avons principalement 2 questions à vous poser. Premièrement, quelles sont vos premières réactions concernant les attaques qui ont eu lieu à Bruxelles aujourd'hui? Ma première réaction, comment dirais-je, c'est une inquiétude extrême. Parce que selon les analyses des experts français comme belges, c'est une, comment dirais-je, cet attentat est probablement une réponse contre les autorités belges parce que la police belge a arrêté le terroriste Abdeslam il y a 4 jours. Si c'était vrai, ce serait un très mauvais signe. D'abord, cela veut dire que les organisations terroristes sont bien plantées, non seulement en France, mais aussi en Belgique, c'est-à-dire partout en Europe. Ils arrivent même à organiser un grand attentat de telle ampleur en 4 jours seulement, c'est terrifiant. Et deuxièmement, depuis 4 jours, depuis l'arrestation Abdeslam, la police belge est consciente en fait du danger de l'attentat terroriste. Donc, ils cherchent partout à essayer de démanteler les terroristes. Mais apparemment, ils ont échoué. Cela veut dire que les organisations terroristes possèdent évidemment encore de nombreuses cellules dormantes qui pourront agir à tout moment. Alors j'ai peur que ce ne soit probablement pas, le dernier attentat sanglant et terrifiant pour l'Europe. Ceci dit, l'Europe, à mon avis, serait dans une guerre, une vraie guerre contre le terrorisme. Et cette guerre
ne se terminera pas demain, malheureusement. Très bien, merci. Avant de nous quitter, une deuxième question. Il semble qu'au cours des derniers mois, voire des dernières années, l'Europe soit la cible d'attaques terroristes de plus en plus nombreuses ou du moins de plus en plus rapprochées. Pourquoi l'Europe est-elle visée selon vous? C'est comment dirais-je, une vaste question qui est difficile à répondre. Globalement, je pense que cela concerne un conflit de différentes civilisations. Bien sûr, il faut souligner que l'Europe a mené une politique étrangère envers les pays arabes très maladroite. Vous vous rappelez, depuis 20 ans, l'Europe a fait trop de guerres contre les pays arabes. Vous vous souvenez, la première guerre de l'Irak, et puis le printemps arabe, puis la guerre en Libye, puis la guerre en Syrie. Aujourd'hui, les bombardements contre Daesh. Daesh n'est pas un pays, mais c'est une organisation terriblement dangereuse. C'est une organisation terroriste. Et lorsque les pays européens bombardent le Daesh, il faut comprendre que eux, ils vont réagir. Comme un proverbe français dit, quand on sème le vent, on récolte la tempête. Et puis il y a aussi le conflit israélo-palestinien. Mais aussi, il faut dire les choses comme elles sont, la politique de l'intégration en Europe elle-même est complètement échouée. D'un côté, donc, des Arabes musulmans, de l'autre, les Blancs chrétiens. C'est un conflit, à mon avis, de civilisation. Bien évidemment, le terrorisme est inacceptable. On ne peut pas accepter sous aucun prétexte des actes terroristes. Comme l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, avait dit une phrase très très juste, il a dit « Les actes de terrorisme ne peuvent jamais se justifier, quelque raison que l'on puisse faire valoir. » L'Europe, vous savez, est un partenaire très important pour la Chine, surtout du point de vue économique, mais aussi dans les échanges culturels, dans les échanges touristiques. Donc si l'Europe plonge dans une guerre contre le terrorisme et l'économie en Europe souffre de cette guerre, ce sera une très mauvaise nouvelle pour nous aussi, la Chine. Nous devons lutter contre le terrorisme à côté des Européens. Nous ne devons pas faire comme certains journalistes français. Je me rappelle un nom comme Ursula Gauthier, par exemple, qui essayait de justifier des actes terroristes islamistes quand les victimes sont des civils chinois. Non, nous condamnons tous les actes terroristes partout dans le monde, donc nous sommes solidaires avec nos amis belges. Merci Jean Joline, merci pour l'ensemble de ces précieux éclaircissements. On continue le journal. Un témoin visuel de l'attaque d'origine présumément terroriste à l'aéroport de Bruxelles ce mardi décrit la scène à l'intérieur du bâtiment lorsque l'incident a eu lieu. 2 explosions. Oui. Et les vitres qui sont en haut sont toutes descendues sur nous. Et il y avait une dame qui descendait sur l'escalator. La vitre l'a brisée en deux sur les 2 jambes. Vous avez entendu aussi des coups de feu? Juste un coup de feu. Après, il y a un monsieur qui a parlé en langue arabe. Après, j'ai entendu bam, une explosion, mais énorme. Après, maintenant, les gens couraient vers l'ascenseur. Il y a les autres qui ont pris les escalators. Et il y a 2 vieux qui sont venus vers moi. Je les ai sauvés, je les ai mis dans l'ascenseur, mais ils ne voulaient pas me lâcher. Ils voulaient que je les accompagne jusqu'en bas, mais je ne pouvais pas, il y avait trop de monde. Et je me suis dit, je vais essayer de sauver d'autres aussi. Le ministre français de l'Intérieur a déclaré que la France renforçait sa sécurité aux aéroports, aux gares et dans les métros après les attaques de ce mardi à Bruxelles. Bernard Cazeneuve a déclaré que la France déployait 1600 membres supplémentaires des forces de l'ordre. Ce matin, dès les attaques de Bruxelles connues, j'ai décidé de déployer 1600 policiers et gendarmes supplémentaires en différents points du territoire, à la fois sur les contrôles aux frontières, mais également dans les infrastructures de transport
aérien, maritime et ferroviaire. J'ai réitéré les instructions déjà données à tous les préfets, leur demandant de prendre les dispositions nécessaires pour renforcer encore davantage, avec la plus grande vigilance, la sécurité dans les gares, les transports en commun, les aéroports et les ports. C'est le cas notamment en Île-de-France, où le préfet de police, sur mes instructions, a d'ores et déjà déployé 400 policiers et gendarmes supplémentaires, en particulier sur les plateformes aéroportuaires de Roissy et d'Orly, dans le métro, dans les principales gares, dans les espaces publics et dans les zones réservées. Autre sujet d'actualité, le président nouvellement élu du Myanmar, Tin Kyo, a proposé de nommer 18 ministres dans son gouvernement, y compris la dirigeante de son parti, Aung San Suu Kyi. Le nom d'Aung San Suu Kyi figurait en tête de la liste annoncée par le président de la Chambre haute du Myanmar, qui présidait à la session commune de mardi. La liste ne comprend que des noms, la répartition des ministères intervenant plus tard. Le Parlement s'est donné comme tâche de continuer jeudi le processus de nomination aux ministères respectifs si les députés n'émettent pas d'objection d'ici mercredi soir. La Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi est arrivée au pouvoir après sa victoire écrasante et historique lors des élections générales de novembre dernier et formera le premier gouvernement élu démocratiquement dans l'histoire du pays. Deux hauts responsables américains et sud-coréens se sont rencontrés à Séoul pour discuter de la RPDC. Le représentant spécial américain pour la politique nord-coréenne, Sung Kim, et le représentant spécial sud-coréen pour la paix et la sécurité en péninsule coréenne, Kim Hong-kyun, se sont rencontrés mardi sur fond des manœuvres militaires en cours. La Corée du Sud a précisé que ces discussions incluaient le programme nucléaire de la RPDC. Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a annoncé que les deux alliés s'étaient mis d'accord pour maintenir une coopération étroite afin de renforcer la pression et les sanctions à l'encontre de la RPDC. Le représentant spécial américain Sung Kim a également rencontré le ministre sud-coréen des Affaires étrangères Yoon Byung-se. À l'issue de la rencontre, Sung Kim a déclaré que la RPDC devait s'abstenir de tout acte de provocation. Il a affirmé que les résolutions de l'ONU interdisaient à Pyongyang de mener des tests nucléaires ou de missiles balistiques. Raúl Castro, le dirigeant cubain, a salué les efforts faits par le président américain Barack Obama pour remettre d'aplomb les relations entre La Havane et Washington. C'est dans la capitale cubaine que les deux hommes ont répondu pour la première fois aux questions des journalistes réunis dans une même pièce. Raúl Castro a déclaré qu'il restait encore beaucoup à faire. Les récentes mesures prises par son gouvernement sont positives mais insuffisantes. J'ai eu l'opportunité d'évoquer avec le président américain les prochaines étapes que nous pensons possible d'entreprendre. L'objectif est de lever les restrictions et de contribuer au démantèlement du blocus. Raúl Castro s'est déclaré prêt à travailler avec les États-Unis sur les défis communs comme celui du combat contre le virus Zika ou encore les crimes liés à la drogue. Il a également demandé la fin de l'embargo économique et le retour de la baie de Guantanamo sous le pavillon cubain. Bien qu'il ne puisse en fixer la date, Barack Obama a assuré que les États-Unis mettraient un terme à l'embargo. Il a également reconnu les différences entre les deux pays, mais a ajouté qu'avec la normalisation de leurs relations, ils peuvent maintenant les aborder directement. Pour continuer le travail, en dépit des difficultés, nous continuerons d'avancer. Le chef du Hezbollah a accusé l'Arabie saoudite et la Turquie de faire obstruction aux efforts pour mettre fin au conflit en Syrie. Opposé dans le conflit, le mouvement chiite libanais a envoyé des combattants pour soutenir le président Bachar al-Assad, tandis que l'Arabie saoudite et la Turquie font pression pour qu'Assad quitte le pouvoir. Le chef du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, s'est également déclaré pessimiste quant aux résultats des pourparlers de paix qui ont lieu à Genève. L'Arabie saoudite ne veut pas qu'il y ait de progrès dans les négociations de Genève, ne veut pas que le processus politique démarre en Syrie. Le régime saoudien veut attendre la fin de l'élection présidentielle aux États-Unis pour voir s'il y aura un changement d'administration, ce qui entraînerait un changement de politique. De plus, je n'attends aucun progrès au niveau des discussions ou du processus politique. Je vais être très clair. Si une guerre est menée contre le Liban, qui vise le peuple libanais, ses infrastructures, et nous entrerons en guerre sans aucune limite ou ligne rouge.
Le forum de Boao pour l'Asie s'ouvre officiellement ce mardi dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine. Le forum se concentrera sur la façon dont les pays asiatiques peuvent trouver de nouveaux moyens de générer de la croissance dans un contexte économique mondial en pleine mutation. L'événement, qui se déroule sur 4 jours, comprend des tables rondes, des débats télévisés et des présentations d'essais universitaires. Plus de 2000 invités s'exprimeront au sujet de la coopération régionale, de l'industrie liée à l'Internet et bien sûr au sujet de l'économie chinoise. Lors du forum de Boao pour l'Asie, plusieurs sessions évoqueront la finance sur Internet. Depuis sa naissance en Chine en 2013, la finance sur Internet a attiré les regards, en particulier en raison de sa croissance rapide. Les services consommateurs comme les paiements par un tiers et les méthodes de financement comme le financement participatif ont doublé, voire triplé leurs résultats de croissance annuelle. La finance sur Internet concurrence-t-elle la finance traditionnelle ? La croissance vertigineuse du secteur peut-elle maintenir une vitesse saine? Ici, au forum de Boao pour l'Asie, les participants auront à leur disposition 2 sessions pour alimenter le débat entourant l'avenir de la finance sur Internet. Pour Jin Lin, l'un des participants, il est clair qu'après 1 ou 2 années de croissance, nous devrions tous changer de point de vue au sujet de ce secteur. En fait, la finance en ligne s'est développée jusqu'à devenir un soutien au système financier chinois. Nous avons des collaborations étroites avec les sociétés financières traditionnelles. Par exemple, nous nous sommes alliés à la banque CITIC pour émettre des cartes de crédit permettant la vente à crédit sur notre site de commerce électronique. Nous émettons quotidiennement 1 million de cartes. Cependant, certains secteurs de la finance sur Internet font face à une perspective moins positive. Les prêts entre particuliers ont connu une croissance rapide, comme moyen de financement rapide, mais ils ont subi de nombreux revers en 2015. Plusieurs cas de systèmes de Ponzi et d'appropriation ont eu des conséquences néfastes sur la réputation du secteur. C'est ce qui arrive quand on n'a pas de cadre de travail complet adapté au financement de particulier à particulier. Certaines entreprises ont illégalement pénétré le secteur avec de mauvaises intentions, et nombreux sont ceux qui ont souffert de pertes financières. En juillet dernier, l'organe de contrôle bancaire chinois a mis sur pied une série de directives destinées à la finance sur Internet. Pour beaucoup, il s'agit d'un tournant pour le secteur. Les adeptes du système entre particuliers comme Zhang font face à des règlements plus stricts. Ils se trouvent contraints d'appliquer de nouvelles mesures pour éviter les problèmes. Tout d'abord, il nous faut séparer énergiquement les fonds de l'entreprise, dans le but d'éviter des appropriations. Deuxièmement, nous devons accroître la transparence de notre plateforme. Zhang reconnaît que regagner la confiance des investisseurs nécessite de la patience, mais les gains compenseront largement les efforts. Les sites de vente au détail du chinois Alibaba Group, parmi lesquels Taobao et Tmall, ont affiché un chiffre d'affaires incroyable de 3 000 milliards de yuans en moins d'1 an. Reportage. Il n'aura fallu que 365 jours aux acheteurs compulsifs pour dépenser 3 000 milliards de yuan sur Internet. Fondée il y a 16 ans, Alibaba est aujourd'hui la plus grande plateforme de commerce électronique au monde. Le groupe devient bien plus qu'un outil commercial en ligne. Nous avons créé 15 millions d'emplois dans le secteur commercial. En nous basant sur le nombre colossal de transactions, nous avons mis sur pied un système de calcul de mégadonnées et d'informatique en nuage. C'est ce que nous appelons l'innovation technologique conduite par la consommation. En nous fondant sur cette technologie la plus avancée, nous pouvons pleinement analyser les besoins du marché et nous concentrer sur les zones rurales pour libérer le pouvoir d'achat potentiel. Plus d'1 milliard de produits sont disponibles sur les 2 principaux sites d'Alibaba, à savoir Taobao et Tmall. Chaque mois, ce sont environ 400 millions d'internautes qui se connectent pour faire leurs achats. Il ne fait aucun doute qu'un groupe de consommateurs de cette ampleur attire les entrepreneurs du monde entier. Notre structure est basée sur l'adhésion, mais nous nous sommes ouverts. Avec la coopération d'Alibaba, nous pouvons allonger notre liste de clients grâce à des magasins en ligne pour des consommateurs hors ligne. Et cela en plus de nos 80 magasins répartis dans 60 villes. Nous avons été les premiers à importer du lait frais directement d'Allemagne et nous étions de loin les plus importants. On parle de plus de 20 millions de ventes quotidiennes. Fort d'un grand nombre de clients dont les conditions géographiques ne représentent aucune contrainte, les plateformes commerciales comme Alibaba introduisent une économie orientée sur la réunion d'Internet et de la fabrication.
La division sociale actuelle du travail est un vestige de l'ère industrielle. Mais l'ère de l'Internet allie le secteur manufacturier et le marketing. Le résultat est en fait le concept de nouvelle économie mettant en vedette la concurrence de la marque en ligne plutôt que celle des marchandises. Depuis leur première transaction jusqu'à atteindre un chiffre d'affaires annuel de 3 000 milliards de yuan, Alibaba a avancé pas à pas en encourageant le pouvoir d'achat et en formant un nouveau modèle économique. En tant que point de transit de premier plan et d'avant-poste entre le sud-ouest de la Chine et l'Asie du Sud-Est, la préfecture autonome de Xishuangbanna occupe une position cruciale dans le cadre de la coopération des deux segments du fleuve Lansang-Mékong. Xishuangbanna, dans la province du Yunnan, qui se situe dans le sud tropical de la Chine, offre beaucoup de diversité culturelle et biologique. Depuis des milliers d'années, les populations locales vivent de la monoculture du caoutchouc et de la banane. Mais cela est sur le point de changer. Avec sa localisation géographique unique et sa très riche culture ethnique, Xishuangbanna se distingue comme un point stratégique dans la coopération Lansang-Mékong. Au cours des dernières années, des douzaines de projets y ont vu le jour. La pagode dorée du complexe touristique de Kaohsiung, qui est une grande réussite de la préfecture, représente bien les ambitions de la région. On y trouve tout ce qu'il y a à savoir sur l'architecture, les costumes, les rites religieux et la culture folklorique de la communauté Lansang-Mékong. Ces aspects suivent le principe de connectivité qui sous-tend la coopération Lansang-Mékong. Ce projet est également une plateforme pour une communauté de partage. Dans le cadre de la connectivité promue par la coopération Lansang-Mékong, le projet s'est concentré sur les échanges de peuple à peuple. Les bureaux des agences de voyage et de compagnies aériennes des autres membres de la zone Lansang-Mékong espèrent une hausse de l'activité. Nous avons tout ce dont les visiteurs ont besoin pour voyager dans d'autres pays membres de la coopération, notamment en termes de visas, de billets d'avion et de voitures de location. Nous avons lancé un projet encore plus ambitieux à Botan, près de la frontière entre la Chine et le Laos. Les dirigeants des deux pays se sont mis d'accord l'année dernière et ont établi les grandes lignes. Il ne nous reste plus qu'à faire fonctionner le tout. Les dirigeants des 6 pays membres ont défini plusieurs projets pour leur développement futur. Le complexe touristique est un parfait exemple de développement économique engendré par la coopération. Dans le cadre de ce partenariat, la Chine peut mettre son expérience et ses moyens au service de la coopération régionale pour une prospérité partagée. Le livre « La gouvernance de la Chine », écrit par le président chinois Xi Jinping, a été présenté à la Chambre des députés du Parlement de la République tchèque à Prague. L'objectif est de promouvoir la compréhension mutuelle entre les deux pays. Le séminaire a attiré plusieurs centaines de personnes, parmi lesquelles des politiciens, des universitaires et des représentants de la presse. Certains sujets d'actualité liés à la Chine sont abordés, parmi lesquels l'initiative Une ceinture et une route, ainsi que le rôle des médias chinois. Le livre « La gouvernance de la Chine » dessine les idées politiques complètes du pouvoir chinois. Il ne s'agit pas de théorie politique puisqu'ils sont consignés les discours de Xi Jinping, sa correspondance ou encore ses instructions pour une période comprise entre 2012 et 2014. Le livre est la clé, permettant de comprendre la Chine contemporaine et la forme prise par la Chine. Ce qu'il y a, quelles sont ses intentions, quels sont les buts concernant le développement intérieur de la Chine, les processus de réforme, mais aussi comment sont perçus l'avenir et les relations étrangères au sein de la scène internationale. À ce jour, le livre a été publié en chinois, anglais, français, russe, arabe, espagnol, portugais, allemand et japonais. Les ventes mondiales de l'ouvrage ont dépassé 5 400 000 exemplaires. La version tchèque qui devrait être disponible dès septembre permettra à la population tchèque de comprendre la Chine. Il est absolument nécessaire de publier l'ouvrage du président Xi Jinping. La population tchèque, en particulier ma génération, n'est pas très douée pour les langues étrangères. Avec une version tchèque, ce sera facile pour nous de connaître la Chine et de comprendre ce qu'il se passe. La Chine est connue pour son abondant patrimoine culturel immatériel et ses nombreux arts folkloriques.
Wuhan a fait de grands efforts pour préserver son patrimoine important au cours des dernières années. Cette semaine, une école primaire locale a invité des maîtres du patrimoine culturel immatériel comme intervenants extérieurs pour interagir avec les enfants. La sculpture d'argile, la sculpture d'œuf, le découpage de papier, le nœud chinois, le cerf-volant chinois. Quelques-uns des arts culturels immatériels de la Chine sont transmis à la nouvelle génération. Wuhan se vante de ses artistes folkloriques célèbres et héritiers des arts folkloriques intangibles, comme Ru Zhuolin, qui perpétue l'héritage de la sculpture d'argile. Celle-ci est qualifiée d'une des 8 merveilles de la ville de la rivière. Monsieur Ru enseigne à jouer avec de la boue dans sa classe. Avec des formes de dessins animés modernes, la sculpture d'argile devient plus vivante et plus facile à suivre. De nombreux arts traditionnels risquent de tomber dans l'oubli dans ce monde en évolution rapide. Je pense que cette classe est une bonne approche pour préserver notre patrimoine culturel. En tant qu'héritier, je pense avoir la responsabilité de maintenir et de transmettre nos arts traditionnels et nos compétences à la jeune génération. Le maître de cerf-volant Lu Yingren enseigne à ses étudiants comment faire un cerf-volant en seulement 4 étapes faciles. Cadrage, collage et peinture. L'étape ultime est la plus amusante, faire voler le cerf-volant. C'est la première fois que je fabrique un cerf-volant par moi-même. Notre maître nous a dit que les cerfs-volants chinois ont une histoire de plus de 2000 ans. C'est impressionnant. Cette école a plus de 100 ans et son directeur d'école dit que transmettre et préserver la culture traditionnelle est leur premier principe. Ce n'est pas une école juste pour la présentation, il s'agit d'enseignement, d'apprentissage et de transmission. Il est difficile pour les enfants de maîtriser pleinement toutes les compétences dans une seule classe, mais nous espérons que l'un d'entre eux pourra être un héritier de la culture. L'école donne des leçons régulières autour du patrimoine culturel immatériel. Chaque vendredi après-midi, plus de 400 élèves de 6e année choisissent d'apprendre les compétences auxquelles ils s'intéressent. Et c'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans 1h30 pour Afrique Info.